de vous retrouver, et aujourd'hui particulièrement, parce que nous voudrions vous inviter à partager avec nous un très beau souvenir, et qui est intimement lié à cette journée internationale des femmes que nous allons célébrer un jour à l'avance. Il s'agit d'un anniversaire, le 10e anniversaire de la première table ronde Femmes Maestro. Il y a 10 ans, en effet, les 7 et 8 mars 2000, qu'avait lieu à l'initiative de Sofia Vistoka, il faut le rappeler, cette rencontre internationale qui a surpris tout le monde. D'ailleurs, c'était une première dans la musique classique. 20 femmes chefs d'orchestre, représentant 13 pays, se sont trouvées, réunies dans cette salle, sur cette scène. Elles venaient discuter de leur profession et surtout parler des difficultés auxquelles toutes, quel que soit leur âge, leur nationalité, leur carrière, étaient confrontées. Une situation qui a été très bien résumée par l'une des participantes, la chef française Annick Ming, qui disait « Le plus difficile pour une femme, ce n'est pas de diriger un orchestre, c'est d'arriver sur le podium. » À l'époque, on admettait généralement que la direction d'orchestre était une profession masculine, parce qu'elle représentait sans doute une certaine forme d'autorité. Alors, face à ces préjugés tenaces, les participantes avaient échangé leur expérience et réclamé l'égalité des chances dans l'accès à cette profession qu'elles s'étaient choisie. Elles entendaient prouver et faire accepter leurs compétences professionnelles. Leur démarche n'était bien entendu en aucune manière dirigée contre les chefs masculins, ce qui a été très bien compris par certains d'entre eux. Sophia et moi, nous avons eu la chance de rencontrer Simon Rattle, par exemple, qui nous a assuré de sa sympathie. Non, tout ce que les femmes chefs d'orchestre demandaient, c'est à compétences égales, à avoir les mêmes possibilités que leurs confrères masculins d'accéder au podium. Et pour répondre à cette demande, il a été décidé de créer une association internationale Femmes Maestro, qui a vu le jour un an plus tard, le 8 mars 2001, également à Bruxelles. Donc un autre anniversaire l'année prochaine, prenez date. C'est une ASBL internationale qui a pour but de répondre à cette demande par différentes formes de promotion, et surtout par des événements musicaux mettant en valeur les femmes dans la musique classique, et en particulier les femmes maestro. Alors, 10 ans déjà, qu'avons-nous accompli? Eh bien, depuis 2001, plusieurs colloques, conférences, concerts, ainsi que la parution d'une encyclopédie des femmes maestro ont été organisés ou patronnés par l'ASBL. Nous en reprendrons l'historique dans une brochure qui paraîtra bientôt. Ces manifestations sont conçues comme un fil rouge, destiné à rappeler régulièrement l'existence de l'association et ses buts, tout en donnant à certaines de ses membres l'occasion de prouver leurs compétences professionnelles. Et au cours des années, l'association a élargi son action, en y incluant d'autres musiciennes, des solistes, instrumentistes et compositrices, ce qui illustre très bien le présent concert. Bon, avons-nous changé les mentalités? Bon, soyons modestes, ne nous attribuons pas de louanges fortissimo. Mais nous sommes certains que notre action n'a pas été inutile, et nous entendons la poursuivre. Car il est vrai que les choses évoluent. Bien sûr, d'autres que nous y contribuent. Et à ce propos, je voudrais saluer les représentants du concours Reine-Élisabeth qui nous font l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Ce concours qui, cette année, pour la première fois, si je ne m'abuse, a engagé une femme maestro pour diriger les épreuves finales, l'américaine Marine Alsop, que nous connaissons d'ailleurs et qui nous connaît. Et pour conclure cette introduction, je voudrais remercier aussi l'ULB, les autorités académiques et ULB Culture, aussi l'échevinat de la culture d'Ixelles, la Fondation Polonia, pour leur accueil et le soutien qu'ils nous accordent depuis plusieurs années. Voilà, maintenant, passons à la musique, parce que vous n'en avez pas encore fini avec moi.
je voudrais vous parler du programme de ce concert et des destins parallèles que nous y traçons musicalement. Quand on prononce le mot Mahler, tout le monde pense Gustave. Mais qui donc était Alma? Elle est belle, c'est ennuyeux. Elle joue magnifiquement du piano, c'est vexant. Et en plus, elle compose. De quoi vous rendre tout simplement fou de rage. C'est ainsi qu'en 1900, une amie de la famille décrivait avec humour la jeune Alma, fille du célèbre peintre viennois Emil Jakob Schindler. Parce qu'en plus, elle peignait, agaçant. Elle avait reçu une éducation très libre pour l'époque. Sa mère tenait un salon renommé, et Alma y flirtait avec tout ce que Vienne, et même l'Europe, comptait d'artistes. Elle avoue dans son journal avoir échangé son premier baiser avec Gustav Klimt. Si elle avait vécu à notre époque, sa photo aurait paru dans tous les magazines People. C'est une personnalité difficile à définir, inconséquente, contradictoire, mais travaillant sa musique avec le plus grand sérieux et avec de grands professeurs. Elle avouait avoir de grandes ambitions dans ce domaine, et elle semblait promise à un bel avenir. Et voici qu'à 20 ans, elle fit une rencontre qui allait déterminer son destin. Gustav Mahler, une personnalité en vue, directeur respecté de l'Opéra de Vienne, compositeur célèbre, quoique controversé, réputé parmi les musiciens pour avoir mauvais caractère, pas très attirant de sa personne, et surtout, de 20 ans son aîné. Et elle va l'épouser. Pourquoi ce choix? Y a-t-il en elle un côté ingénu qui rêve d'être l'égérie d'un grand homme? Et quand son futur mari lui écrit que la composition lui sera désormais interdite, et ce dans des termes non équivoques, il lui écrit « Le compositeur, c'est moi. Pour toi, ta seule profession sera désormais de me rendre heureux. » Elle avoue que cela la déchire, mais elle s'incline. Et pendant les 10 ans qu'a duré leur mariage, elle s'y est soumise. Sa révolte, parce qu'il y aura révolte, se manifestera sur le plan conjugal. Autrement dit, elle prendra un amant. Mais pas des moindres, l'architecte Walter Gropius, le fondateur du Bauhaus. Est-ce la crainte de la perdre qui a fait revenir Gustav Mahler sur son interdit? Toujours est-il qu'il court prendre conseil chez Sigmund Freud. Et c'est peut-être cela qu'il commence à s'intéresser aux compositions de sa femme. Il déclare les apprécier, entreprend de la conseiller et va permettre en 1910, un an avant sa mort, la publication de certains livres, dont ceux que nous vous présentons aujourd'hui. Ce sont les seules œuvres sur lesquelles nous pouvons juger le talent d'Alma. Toutes ces autres œuvres ont été perdues pendant la tourmente de la dernière guerre mondiale. Il semble d'ailleurs qu'après la mort de son mari, elle n'ait plus ou très peu composé. Et l'on peut se demander si l'interdit de Gustav Mahler et ses conseils tardifs et péremptoires n'ont pas continué à peser sur elle, notamment en lui faisant douter de son talent. Ce qui pourrait expliquer en partie qu'elle ait cherché à s'étourdir en menant une vie sentimentale chaotique. Gropius deviendra son second mari, dont elle divorcera, ayant eu une aventure avec Oskar Kokoschka, qu'il a dépeinte dans sa célèbre toile La fiancée du vent, et qu'elle quittera également pour épouser en troisième noces le romancier Franz Werfel. Une vie qui lui méritera d'être qualifiée de femme fatale par certains de ses biographes. Mais dans son journal intime, elle avoue que c'est Gustav Mahler qu'elle aime et qu'elle l'aimera toujours. Ce même journal, qu'elle refermera en 1960, 4 ans avant sa mort, se termine par cette phrase. « Avais-je du talent? Mes ennemis jureront que non, et moi je resterai persuadé que oui. »
Et elle ajoute, je rêve encore de mes symphonies non écrites. Le mot de la fin. Laissons la parole à la musique.
a imposé l'obligation de renoncer à sa propre création musicale. Elle n'acceptera jamais ce sacrifice, auquel elle a consenti par admiration pour lui. Cette notion de sacrifice, nous la retrouvons chez Clara Schumann, mais les motivations sont différentes. Si l'admiration joue son rôle, c'est l'amour, avec un grand A qui domine. Dans son cas, pas de contrainte, pas de veto. Elle est une des rares femmes de son époque qui vivent de son art. C'est une enfant prodige, une pianiste géniale. Ses contemporains disent que son jeu égale celui de Liszt. C'est une référence. Et à 9 ans, elle compose ses premières œuvres. Son père, Friedrich Wieck, qui est un célèbre professeur de piano, loin de lui interdit, comme ce fut le cas, on se rappellera pour le père de Fanny Mendelssohn, lui, il l'encourage avec force et vigueur, certains diront même tyrannie, à développer tous ses talents de musicienne. Le seul interdit qu'elle recevra de lui, c'est son refus d'un mariage avec Robert Schumann. Le jeune homme, qui a été son élève, lui semble peu fiable. Et puis, une union stable serait une contrainte pour une jeune femme qui mène une carrière déjà internationale. Voyez-vous ma Clara pousser une voiture d'enfant, mais Clara ne cédera pas et sera amenée à se dresser juridiquement contre son père pour obtenir le droit d'épouser celui qu'elle aime depuis l'âge de 15 ans. Amour concrétisé par la venue au monde de 8 enfants. Déjà un frein certain à l'épanouissement et à la carrière d'une femme. Amour inconditionné pour le 9e enfant qu'était ce mari fragile, au caractère instable, psychologiquement très perturbé. Robert reconnaît le talent de sa femme, la considère comme une musicienne à part entière. Ils échangent des thèmes musicaux. « Tu me complètes en tant que compositeur, dit-il, tout comme moi je te complète. Aucun interdit donc, mais ça ne l'empêche pas de demander à Clara de délaisser momentanément son piano, ses exercices, sa composition, quand lui, Robert, est en proie à l'inspiration. Qu'on ne le dérange pas, il va pouvoir se concentrer. Clara s'occupera des enfants. Ces enfants qui déclarent, il déclare à propos de ses enfants une inconscience masculine, excusez-moi messieurs, mais les enfants, dit-il, sont une bénédiction. On n'en a jamais assez. Et Clara va s'épuiser à la tâche. Je n'ai même pas une petite heure à moi dans la journée. Mes belles années s'enfuient et mes forces également. Et peu à peu, elle abandonnera la composition et laissera plusieurs œuvres inachevées, dont celle que nous jouons aujourd'hui et qui aurait dû avoir la forme habituelle du concerto. Mais son amour restera intact. La mort prématurée de Robert la blesse profondément. On le sait, il fera une tentative de suicide et mourra encore jeune dans ce qu'on appelait à l'époque une maison de santé. Elle raconte ces derniers moments. Il me sourit, dit-elle, et d'un grand effort m'enserra dans ses bras. Et je ne donnerai pas cette étreinte pour tous les trésors du monde. La décision de renoncer à la composition musicale, c'est Clara elle-même qui l'a prise. Poussée par les circonstances, oui, 8 enfants, oui, et par son amour, elle reprendra sa carrière de pianiste, jouant partout et surtout les œuvres de son mari, très rarement les siennes. Les encouragements et les remontrances de Brahms, qui apprécie beaucoup son talent, n'y feront rien. Elle se vouera totalement désormais à la mémoire de son mari. Clara et Robert Schumann, au piano, Dominique Cornille.